Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va attendre, ça s'affiche pas encore. Bon, on va attendre quelques secondes. Déjà, merci beaucoup d'être venus. C'est une session un peu spéciale puisque en fait, je doute que vous allez apprendre quoi que ce soit qui va vous aider dans votre boulot de tous les jours. Mais bon, moi, je suis en tout cas super content que Devox ait accepté cette session parce que c'est le genre de projet qui, moi, me permettent de respirer un petit peu après le travail. Donc voilà, dans mon boulot de tous les jours, je travaille chez Oracle donc sur le projet Micronaut. Il y a eu quelques sessions là, cette semaine. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Mais en fait, moi, mon hobby perso, c'est voilà, l'astrophotographie, l'astronomie. Donc en fait, je fais de l'astronomie depuis que je suis gamin. Je me suis mis à l'astrophoto il y a une dizaine d'années à peu près. Et puis l'année dernière, j'ai découvert un nouveau projet qui m'a beaucoup plu, qui concerne la photographie solaire. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc là, vous avez voilà, un exemple de photo que je fais. Donc là, c'est ce qu'on appelle du ciel profond avec des nébuleuses. Je ne sais pas s'il y en a qui sont parmi vous familiers sur l'astronomie, peut-être. Petite chose spéciale sur mes slides, avant qu'on passe à la suite. J'ai introduit volontairement une erreur dans un des slides. Et donc le premier qui la repère aura le droit à, ou la première, un tirage de photos que j'ai fait au mois de janvier. Voilà. Donc vous levez la main, ou les deux, comme ça je vous repère bien. Et si personne ne l'a repéré, on verra, je le jetterai au hasard à la fin, on verra. Un truc comme ça, si ça vous va. Donc il va falloir être attentif. On va faire un peu de science. Je suis plus sur Twitter, hein, je suis sur Mastodon, donc c'est aussi pour ça que j'ai mis le petit lien ici, je suis Gachian. Pourquoi Twitter, tout ça. Enfin, je trouve qu'en règle générale, notre industrie manque beaucoup d'éthique. Et donc rester sur Twitter avec un gars qui est son patron, qui est ouvertement transphobe, qui va laisser les suprémacistes blancs discuter tranquillement, mais voilà, exactement. Enfin, tout ça me gêne profondément. Donc je suis parti, et vous pouvez me retrouver sur Mastodon. Mais c'est pas pour ça que je vous invite à cette session, c'est pour parler de ça. Donc ça, cet objet, ça fait la taille d'une salle, c'est l'observateur de Meudon, et ça s'appelle un spectrohéliographe. Et donc on va parler de ça. C'est le seul gros mot de la session, mais ça veut dire que vraiment on va faire un petit peu de science. Heureusement, c'est pas ce genre d'objet que je vous ai ramené dans cette session-là, parce que ça prend un peu de place. Donc en fait, le projet dont je vais vous parler, c'est ça. Un projet qui s'appelle Solex. Rien à voir avec la bicyclette pour les plus anciens, là. C'est Solar Explorer. Donc je pense que le nom du projet est clairement lié à la bicyclette, vu que le créateur, donc, qui s'appelle ici Christian Ambuil, qui est un astronome amateur un petit peu comme moi, sauf que lui, c'est un petit peu un dieu dans le domaine de l'astronomie amateur. Il a inventé des tonnes de choses, et donc il a inventé cet objet-là, et il fait partie du peu de personnes dans l'astronomie amateur qui font vraiment avancer les choses de manière extraordinaire, et qui est vraiment au top de la collaboration entre amateurs et professionnels. Et donc il a inventé cet objet-là que je vais vous montrer. Donc là, si idéalement on peut avoir un petit zoom à la caméra, ce serait pas mal. Donc là, c'est l'objet que vous avez ici. Ça, donc c'est un spectrohéliographe. Ça fait la même chose que ce que vous avez vu avant. Donc, sauf que ça pèse, on va dire, 400 grammes. C'est portable et vous pouvez le fabriquer vous-même. D'accord ? Donc ça, pourquoi on arrive à faire ce genre de choses aujourd'hui ? C'est qu'évidemment, celui que je vous ai montré tout à l'heure, ça date de 1902. Ils n'avaient pas les mêmes technos. Et notamment, depuis, nous, on a ce genre de choses en astronomie, des caméras qui sont dédiées à l'astronomie, qui sont ultra précises, ultra sensibles, avec des énormes résolutions. Avant, ils faisaient ça sur des films, c'était un peu compliqué. Et puis, ils n'avaient pas la capacité de faire des pièces qu'on a là-dedans qui sont faites de manière industrielle et beaucoup plus précises de nos jours. Donc on va voir un petit peu à quoi ça sert tout ça. Donc là, je vous ai montré quelques petites photos en situation. C'est un stage que j'ai fait. En fait, c'était juste avant Devox Belgique, donc ça doit être en octobre l'année dernière.
Donc là, vous avez quelques amateurs, et c'était le premier regroupement d'amateurs qui utilisait ce genre d'appareil. Donc en fait, ça ne fonctionne pas que tout seul, il faut quand même rajouter derrière une petite lunette. Si vous avez des montures, c'est pas mal aussi, mais il existe une variante où en fait, vous avez juste besoin de mettre si vous avez un appareil photographique, voilà, un objectif, vous mettez ça sur un trépied photo, vous laissez défiler le soleil, et puis en fait, vous pouvez réussir à faire des photos déjà. Donc un des intérêts aussi de cet appareil-là, c'est que vraiment, on est encore dans le mode un petit peu du bricolage, entre guillemets, mais bricolage intéressant à faire. Vous allez pouvoir faire de la science à la maison. Et donc avec ce petit objet-là, on va pouvoir obtenir ce genre de photos. Donc là, on a voilà, les photos du soleil. Et en fait, les couleurs sont un peu bizarres, c'est normal, vous n'avez pas l'habitude. Au passage, le soleil, il n'est pas jaune, il est blanc, parce que c'est de la lumière blanche, il a voilà, le spectre de la lumière disponible, donc il est blanc, on a l'impression qu'il est jaune, mais il ne l'est pas. Et en fait, quand on fait les photos qu'on voit ici, c'est de la colorisation. À la base, elles sont en noir et blanc. Et puis, comme on observe, c'est encore un gros mot, mais à différentes longueurs d'onde, on va les coloriser pour que ça corresponde à la longueur d'onde. Donc en fait, à gauche, vous avez une image qui est en ce qui s'appelle en H-alpha, donc qui est l'hydrogène, donc qui est la composante principale du Soleil. Au centre, on va faire ce qu'on appelle une éclipse virtuelle. Donc il y en a eu une vraie éclipse là, aux États-Unis la semaine dernière. Là, c'est totalement virtuel. On la simule en fait avec un logiciel, mais on arrive à montrer un petit peu les protubérances qui se passent autour. Et derrière, on arrive à faire des images qui sont encore plus compliquées. Donc celle que vous avez tout à gauche, celle-ci, donc c'est une image dans l'hélium qui nécessite un petit peu plus de travail, mais qu'on arrive à obtenir aussi avec ce genre d'appareil. Et encore une fois, il ne faut pas beaucoup de temps pour réussir à le faire, puisque moi, ce projet-là, en fait, je l'ai commencé il y a 1 an. Et déjà, au bout de 2 semaines de manipulation, j'étais capable de faire ce genre de photos. Donc, il n'y a pas de, voilà, les prérequis ne sont pas excessivement élevés. D'autres images qu'on peut obtenir. Donc ici, vous avez une photo à gauche dans le domaine du calcium. Et puis en fait, après, en fonction de ce que vous allez mettre donc, au bout, ici comme objectif, la lunette, ou voilà, votre appareil photo si vous avez ça. Enfin, c'est pas l'appareil photo que vous avez, mais c'est vraiment l'objectif de l'appareil. Là, vous allez pouvoir faire des zooms et puis obtenir des belles photos, les protubérances sur le côté. Donc tout ça, c'est pas mal. Mais on arrive à faire des choses qui vont vraiment très très loin. Donc pourquoi je dis que c'est de la science? Parce que c'est vraiment des choses que, même au niveau professionnel, certains envient ce qu'arrivent à faire les amateurs. Pourquoi? Parce que là, ce que vous avez en fait en haut, c'est la couronne solaire. Donc c'est une zone du Soleil qui est extrêmement difficile à observer. Elle est très 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 difficile. Elle est masquée dans cette lumière du Soleil qui est vraiment imposante. Et donc avec cet appareil-là, comme on arrive à bien filtrer les différentes longueurs d'onde, on arrive à la faire ressortir. Et en fait, ici, vous avez en haut en fait, des photos qui ont été obtenues avec le Solex, donc le petit appareil qui est là, qui montre sur le côté en fait, cette couronne solaire. Et en dessous, vous avez ce que sont capables de sortir les satellites. Donc là, on ne s'intéresse pas vraiment à ce qui est au centre du Soleil, on va vraiment s'intéresser à tout ce qui est autour. Et donc ressortir cette information-là, c'est un challenge technique, c'est un challenge vraiment, mais en fait, on arrive à le faire. Alors moi, je ne l'ai pas fait encore parce qu'il faut un petit adaptateur avec un filtre spécifique dans le verre pour réussir à faire ressortir ça que je n'ai pas. Mais c'est tout à fait possible de faire ce genre d'image. Mais quand on parle de satellite, en fait, on peut aller encore beaucoup plus loin. Donc là, vous avez ici ce qu'on appelle un magnétogramme. Donc ça mesure le champ magnétique du Soleil. Donc en fait, vous avez des zones qui sont noires et blanches en fonction de la polarisation, vous savez, plus, moins. Voilà, je ne veux pas aller plus loin dans la science, mais en gros, vous avez des arcs qui vont créer les différents flux, les fameuses arches que vous pouvez observer sur certaines photos. Ben là, en fait, on visualise ce champ magnétique. Et donc là, vous avez à la même date, encore une fois, une observation qui a été faite avec le Solex à gauche, et derrière, un satellite qui est en train de tourner au-dessus de nos têtes. Lui, il a coûté sans doute plusieurs dizaines de millions.
ça, allez, on va dire tout en complet. Je dirais pas que c'est gratuit, hein, mais vous pouvez en avoir pour 1000 €, on va dire. Voilà. Ça va être surtout le kit optique, et vous pouvez le faire pour moins cher. Si vous avez des imprimantes 3D, vous pouvez le faire vous-même. Pourquoi c'est de la science aussi? Parce qu'on peut réussir à faire ce genre de choses. Donc là, c'est une animation qui montre en fait la plongée dans l'atmosphère solaire. En fait, chaque image représente une altitude différente dans l'atmosphère solaire, donc on est en train de traverser des nuages et voir ce qui se passe dessous. Alors pourquoi? C'est pas au début, j'ai mis un peu de temps à comprendre quelle était la relation entre en fait, le fait qu'on puisse observer à différentes longueurs d'onde et le fait de pouvoir voir à différentes profondeurs. Mais en fait, il y a des exemples dans la vie de tous les jours que vous pouvez très bien comprendre. Si on vous dit que, par exemple, vous êtes chez vous la nuit et puis que moi je viens avec une caméra infrarouge et je vous observe, en fait, je peux vous observer que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur de votre maison. Parce qu'en fait, la lumière infrarouge va traverser les murs. D'accord? Ben là, c'est exactement le même principe. En observant avec une différente longueur d'onde, on va être capable de passer à travers certaines couches de l'atmosphère. Alors, les gros mots, c'est à peu près fini. Il y en a un dernier, on va parler d'angstrom. Et donc ça, bah, si vous avez des vieux, vagues souvenirs de vos cours de physique à l'époque, voilà ce qu'on appelle un spectre solaire. Donc c'est un spectre limité, hein, à peu près à la lumière visible. Il y en a un petit peu plus. Ici, on a de l'infrarouge sur la gauche, de l'ultraviolet sur la gauche et de l'infrarouge sur la droite. Et ici, en fait, vous avez le spectre du Soleil. Le spectre... Ah. Voilà, donc il y en a un qui a trouvé. Bravo, donc tu as ton... Je fais passer derrière. Hop. Donc oui, l'erreur était là. 10 angstroms, c'est pas un centimètre, mais un nanomètre. Alors en fait, c'est juste qu'en astronomie, on va plus utiliser cette longueur en nanomètres. Elle n'est pas très pratique parce qu'on va de 400 à, là dans le visible, à 400 à peu près 800. Et pour être plus précis, en fait, et éviter d'avoir à mettre des virgules, on va parler de 4000 à 8000, par exemple. Et donc là, les raies, ce que vous voyez, les traces noires, là, ce sont des raies qui correspondent aux différents éléments qui sont dans le Soleil, donc les atomes. Et donc, au niveau, par exemple, de l'arrêt H-alpha, donc d'observation que je vous ai montré au début de la première image qui était orange, eh bien, on va avoir une raie qui va être sombre, voilà, à cet endroit-là. Parce qu'en fait, il va y avoir de l'absorption. Donc ça fonctionne comme ça, en fait, la lumière, elle est émise, elle est absorbée, puis après, elle est réémise, mais en règle générale, ça fait une raie d'absorption bien belle, et on sait que dans le Soleil, il y a cet élément qui est présent. Mais en fait, là, il y a plein d'éléments qui sont présents, et avec le Solex, on va s'amuser à aller observer ces différents éléments-là. Donc, le Solex, c'est ça, là, le petit appareil. Lui, par rapport à d'autres systèmes que vous avez dans l'astronomie classique, il a un avantage énorme, c'est qu'il a ici une petite molette, qui est là, qui permet de choisir la longueur d'onde d'observation. Donc c'est pour ça qu'on arrive à faire plein d'observations différentes. Dans l'astronomie solaire classique, en fait, on va avoir des filtres dédiés à une seule longueur d'onde. Et des filtres qui, en règle générale, coûtent très cher. Là, je vous parlais de ça dans les 1000 €, mais c'est pas rare d'avoir des filtres qui coûtent unitairement plus cher que ça, pour une seule longueur d'onde. Et même quand on a ça, en fait, la précision du filtre, donc là, on va parler de la largeur d'observation. Donc là, en fait, chaque filtre, en fait, si vous imaginez, on va couper de la lumière et puis on va essayer de garder que ce qui se passe à cet endroit-là. Et donc il y a une certaine largeur des filtres. Et obtenir des filtres qui sont très très fins, pour avoir la bonne observation, c'est très très compliqué de manière industrielle. Et donc les filtres n'ont pas la même qualité. Et en règle générale, on va plutôt avoir des filtres qui vont avoir une résolution de l'ordre de plusieurs angstroms. Avec le Solex, on arrive à être largement en dessous, avec 0,2 angstrom. Donc c'est vraiment très très précis. Ensuite, là, on parle de spectrographie solaire, mais un autre désavantage de cet appareil-là, que je n'ai pas encore fait, c'est que si vous voulez vous amuser maintenant à observer les étoiles, vous pouvez le transformer en spectrographe du coup stellaire,
Et donc là, l'intérêt, ça va être de faire des spectres de galaxies, des spectres d'étoiles, et donc d'essayer de déterminer des choses comme leur composition, mais aussi leur rotation, savoir si elles s'éloignent ou si elles s'approchent. On peut faire tout ça à domicile, quoi. Donc c'est vraiment un domaine extraordinaire, et puis c'est très très formateur. Donc jusqu'ici, tout ce que je vous ai dit, c'est wow, c'est vachement bien, ça a l'air super cool, comment je fais tout ça, mais comment on obtient les images? Eh ben, un des principaux problèmes de cet appareil-là, c'est que les images, on ne les obtient pas directement. D'accord? Alors, pourquoi on ne les obtient pas directement? Parce qu'en fait, on va faire ce qu'on appelle un balayage du Soleil. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche tout à l'heure. Mais voilà, vous ne mettez pas votre œil derrière cette chose-là. Au passage, je ne l'ai pas dit, mais vous amusez jamais à regarder le Soleil directement, même à l'œil nu, sans appareil quoi, jamais faire ça. Même avec un filtre, si vous avez l'impression que vous mettez quelque chose et que ça enlève de la lumière, vous cramez vos yeux, hein, définitivement. Donc faites jamais ça, toujours avec des filtres, si possible avec des gens qui s'y connaissent. Et jamais de filtre trouvé non plus, parce qu'on a déjà eu des expériences un peu bizarres. Donc pour pouvoir obtenir ces images, il y a un logiciel officiel qui s'appelle Inti. Et donc là, Inti, c'est fait par la dame qui est sur la photo à droite, là, donc qui s'appelle Valérie Denou. Et voilà, j'étais au stage avec elle, c'était super sympa, on s'entend, malgré le fait qu'on fasse des logiciels concurrents. Donc moi, je fais un logiciel, je ne l'ai pas fait pour être un concurrent de ce truc-là, je l'ai fait pour de l'apprentissage, mais voilà, donc si utilisez ce logiciel-là en priorité si vous voulez vraiment avoir ce qui est reconnu officiellement. Alors, comment ça marche tout ça? Un petit diagramme. En gros, vous avez de la lumière du soleil qui arrive sur la gauche, qui va passer à travers une fente, qui va me permettre de trouver une tranche du soleil. Puis après, on a des lentilles qui vont permettre de rendre tous les faisceaux parallèles. Ça va arriver sur quelque chose qu'on appelle un réseau. Un réseau, voilà, c'est un réseau, c'est comme, vous vous souvenez aussi de ça, les fameux prismes qu'on utilisait. Eh ben, vous imaginez un prisme, mais en beaucoup plus précis. Donc là, ce réseau-là, c'est des traits, un petit peu comme il y a sur les CD. Vous savez, quand vous bougez les CD, vous voyez des lumières, et puis vous voyez le spectre, ben, c'est un petit peu pareil. En fait, le CD fait ça parce qu'il y a des petits traits. Et là, on est rendu à 2400 traits par millimètre. C'est très très petit. C'est pour ça qu'on arrive à une résolution très fine. Donc une fois qu'on a fait... donc je vous ai dit, ça vous pouvez le fabriquer vous-même, tous les plans sont open source. Mais si comme moi, quand j'ai commencé, vous n'avez pas d'imprimante 3D, tout ça, en fait vous pouvez commander les pièces. Donc il y a un kit qui est fait par une entreprise à Nice qui s'appelle Azure 3D Print et qui vous vend un kit tout imprimé, tout monté. Et donc là c'est ce que j'ai. C'est vraiment super bien fait, la qualité est tip top. Et par contre, le seul truc que vous ne pourrez pas faire, sauf, enfin, je doute qu'il y en ait dans la salle, mais c'est les pièces optiques, donc les lentilles. Et c'est ça qui coûte le plus cher, en fait, dans tout le kit. D'accord? Donc une fois que vous avez une kit optique et tout, c'est bon. Alors, donc, pourquoi je me suis lancé dans ce projet? C'est pas uniquement par désir d'apprendre, c'était aussi parce que Inti, c'est un logiciel open source qui est GPL, mais quand j'ai commencé, en fait, j'ai jamais trouvé les sources, moi. J'étais là, je dis ah, c'est bizarre, comment ça fonctionne, mais ça me frustrait en fait de ne pas avoir. En fait, les sources existaient, mais il n'y avait simplement pas de lien vers les sources. Et puis derrière, c'est GPL, moi je préfère plutôt les licences Apache. Et puis après, j'ai dit, oh, c'est écrit en Python. Et puis après, l'adaptation, il y a des installateurs pour Windows, tout ça, mais il n'y en avait pas pour Linux. Bon, puis ça faisait 1 giga, c'était un peu gros. C'est quand même gros, quoi. Donc ça me plaisait pas trop, il y avait quelques petites choses d'ergonomie qui me plaisaient pas trop. Je dis, bon, allez, hop, faut bien faire quelque chose de ces week-ends, on va le faire nous-mêmes. Donc je vous dis, avant tout c'était pour apprendre, mais il y avait aussi un autre truc, c'est que moi ça fait quand même quelques temps que je suis dans le métier, je ne savais pas si j'étais encore capable de connaître une application, en fait. Parce que moi je fais des frameworks depuis très très longtemps. Je suis dans l'open source depuis très longtemps, j'ai bossé sur un langage de programmation, donc je vous donne des outils, je bosse sur des frameworks, j'ai bossé sur l'outillage sur Gradle, mais j'ai jamais codé une application de ma vie. Donc je dis, bah, on va peut-être essayer de voir si je suis quand même capable de le faire maintenant, parce que voilà, donc c'était un petit challenge. Et puis derrière, mon intérêt aussi, c'était de me lancer dans Java et d'expérimenter les dernières features, comme par exemple JavaFX qui date d'il y a 10 ans. Mais surtout Vector API, donc ça c'était un truc sympa pour pouvoir faire de l'optimisation de performance, traitement de l'image, c'est nickel. Donc ça c'est vraiment un bac à sable technologique.
Donc j'ai lancé JSOLEX, du coup c'est open source. Je suis le seul et unique contributeur, mais s'il vous plaît, venez. Surtout si vous savez faire du JavaFX, parce que moi je galère un peu. C'est très bien. Donc JavaFX, j'ai fait du Micronaut évidemment, parce qu'il y a une version en ligne de commande. J'ai utilisé les modules Java, non pas par choix, mais parce que derrière, je voulais pouvoir avoir ce packaging. Donc ça veut dire JLink et JPackage. Et JLink ne fonctionne que si on utilise les modules. Et je ne vous cache pas que j'ai un peu galéré. Derrière, j'ai aussi des binaires expérimentaux pour GradleVM. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des binaires natifs, une application native. Et donc Gradle, évidemment, pour les bits. Donc qu'est-ce que ça fait JSOLEX? Eh ben, ça va faire tout ce travail-là, mais à la base, en fait, il n'y avait rien en Java pour le faire. Donc par exemple, les petits films que vous avez vus, c'est une vidéo qu'on enregistre, et c'est enregistré dans un format qui s'appelle le .cr. Et le .cr, pour ceux qui font de la photo, c'est l'équivalent du .raw pour les images, sauf que c'est de la vidéo. Donc le but, c'est de jamais perdre la moindre information. Il faut que ça soit du format brut. Et donc il y a une spec, et donc il a fallu que je code un decodeur. Puis après, il a fallu faire cette reconstitution d'image, et puis quand on l'a fait, on dit « Ah putain, il y a des problèmes là ». Donc là, il faut faire de la correction géométrique, parce que le soleil n'est pas droit, etc. etc. Il y a des choses intéressantes à faire, par exemple produire cette image virtuelle de l'éclipse virtuelle. Et puis derrière, moi je me suis dit, bon, on peut quand même faire des trucs sympas qui n'existent pas dans le logiciel de base, donc par exemple la colorisation, création d'animations automatiques. Et puis là, ça a été rajouté dans Unity il n'y a pas si longtemps que ça, mais par exemple l'empilement d'images, et puis le fait de pouvoir faire des mosaïques. Parce que parfois, en fait, on ne peut pas faire rentrer entièrement le soleil dans le champ. Donc le logiciel, il ressemble à ça, mais plutôt que vous montrer comme ça une capture, je vais plutôt vous faire une petite démonstration, si ça vous plaît. Sinon, on arrête là, vous pouvez repartir, hein, vous me dites. Hein. Je me vexerai pas. Alors, je vais le lancer. Et alors, ce que je vais faire, je vais passer en miroir. Ça va être plus simple pour moi, sinon je serai obligé de regarder là-bas. Et mon truc qui me dit que c'est à droite alors que c'est à gauche. Pas très pratique. Ok. Je lance à partir de mon IDE, hein, bien sûr. Je vais enlever ça parce que ça nous gêne. Alors, pour truc de base, je vais ouvrir un fichier. Donc, je vais prendre un de ces fameux fichiers SER. Et puis, je vais vous faire un traitement en mode rapide, tout simplement. Et donc là, on voit qu'il travaille. Et hop, vous avez vu, il vient de reconstituer une image. Là. Donc là, il y a eu un scan qui s'est produit. Donc, on voit, la reconstitution, c'est le truc brut, en gros. C'est ce qui sort, et on reconstitue une image. Derrière, en fait, on a besoin quand même de la traiter. Et puis à la fin, on va pouvoir faire des choses comme des déconvolutions. C'est encore des gros mots mathématiques, mais je ne connaissais pas il y a 6 mois ce que c'était, moi. J'ai appris, puis voilà, il faut essayer. Et donc du coup, on arrive à ressortir des images qui sont assez contrastées. On peut faire des choses sympas. Donc ça, c'est le mode de base. Mais après, donc, je vous ai dit, on peut faire des traitements qui sont un petit peu plus complets. Et puis donc là, hop, il est en train de rescanner. Et puis, hop, il va nous sortir, par exemple, une image qui va être dans le continuum. Donc le continuum, en fait, c'est ce que vous verriez à l'œil. Encore une fois, avec un filtre. Hein. Si vous enlevez 99,9% de la lumière, en fait, on commencerait à voir les petites taches qui sont là. D'accord? Donc ça, c'est parce qu'en fait, dans la bande vidéo qu'on enregistre, en fait, on est capable d'isoler certaines longueurs d'onde en particulier. Mais avec une seule vidéo, on est capable de reconstituer plusieurs images. On peut faire ce genre de choses aussi, donc des images Doppler. Donc là, c'est de la colorisation artificielle qui nous permet de voir le mouvement du soleil. Donc avec le bleu qui va plutôt... enfin, là, c'est des conventions. Donc, on va dire qu'il va se rapprocher et le rouge qui va s'éloigner. D'accord? Décalage vers le rouge, redshift, tout ça. Donc ça permet de mesurer en fait le mouvement du soleil. Et même parfois, sur des protubérances, on va voir des choses qui vont être colorées plutôt en rouge ou en bleu, suivant le mouvement dans lequel elles vont. On peut faire des images négatives qui sont aussi sympas parfois pour voir certains détails. Et puis derrière, donc la fameuse éclipse virtuelle qui est là, ou même voilà, des petites orientations. On va être capable de détecter automatiquement où est le nord solaire, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment la partie de base. Mais il nous manque une petite clé pour comprendre comment on a été capable de reconstituer cette image-là. C'est donc ce fameux scan. Et pour ça, je vais ouvrir une des fonctionnalités que j'avais implémentées pour comprendre,
s'appelle, moi j'ai appelé ça le débugger de spectres, je suis développeur, donc je débug des spectres. Et donc voilà ce qui se passe. Donc là, vous avez une image de la vidéo d'origine. Et donc je vais passer en image par image. Et si on se balade, on voit qu'on se déplace dans le scan. D'accord? Donc on se déplace dans la vidéo. Et donc plus on réduit la fenêtre ici, plus ça veut dire qu'on se retrouve vers le bas, en fait, ou le haut. Ça dépend comment on s'oriente. En gros, on est en train de scanner une tranche du soleil. Vraiment une tranche. Et en bas, ce qu'on voit, c'est une image avec des espèces de petites fluctuations là. Je ne sais pas si vous les voyez bien sur l'image, mais en fait, c'est pas net. C'est pas une raie parfaitement nette. Il y a des petites du noir qui va un petit peu vers le haut, du noir qui va vers le bas. Donc ça, on est en train de visualiser ce qu'on appelle l'effet Doppler. On le voit directement sur les raies. Donc en fait, les raies se décalent soit d'un côté, soit de l'autre, en fonction de si ça s'éloigne ou si ça s'avance. Et donc le truc qui était intéressant à voir, c'est qu'en haut, vous avez l'image brute, mais en bas, vous avez l'image reconstituée, pour moi, de manière linéaire, droite. Parce qu'en fait, il y a une courbure ici. Donc la première chose à faire, c'était de trouver comment, on va dire, réaplatir et corriger ça. Donc là, voilà, il a fallu faire de l'interpolation. Il faut d'abord trouver cette petite zone sombre, prendre des points dessus, puis faire l'interpolation avec un polynôme du 3e degré, là, pour essayer de savoir. Et puis une fois qu'on a ça, en fait, on sait où est notre raie qu'on veut observer, et puis on va aller chercher du signal là-dedans. Alors je vous dis ça, parce que la plus grosse difficulté que j'ai eue au début, et je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose que vous avez vous en tête, mais moi quand je me suis dit, bah, tiens, on va reconstituer une image, jamais de ma vie j'ai pensé qu'il fallait que j'aille chercher ça, la partie qu'on voit sur la ligne rouge, l'arrêt directement, parce que c'est noir. Donc moi, naturellement, je dis, bah, c'est noir, il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas de signal. En fait, tout le signal, il est là-dedans. D'accord? Donc le premier truc que j'avais fait moi, c'était une bête moyenne par ligne de tout. Et ça m'a fait des images très très moches. En fait, le signal, il est bien là, il est très très faible, mais il est vraiment dans l'arrêt. Ça passe quand même. Et en fait, c'est grâce à ce phénomène dont je vous parlais, qui fait qu'il y a des photons qui sont absorbés, mais d'autres qui sont réémis. Et on va aller chercher ceux qui sont réémis. Enfin, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais pour moi, c'est ça. Donc en fait, la première étape, c'est de prendre toute la vidéo, et puis de calculer simplement une moyenne de tous ces polynômes, et ça nous dit à peu près là où il faut chercher. Et donc là, maintenant, on est capable sur chaque image d'aller chercher une ligne, et de la reconstituer. Donc pour vous montrer le reste, je vais passer sur des vidéos où ça se passe moins bien. Parce que là, c'est une vidéo qui a été faite par Christian Buil. Mais il avait un soleil parfaitement rond, il scanne à la bonne vitesse, etc., etc. Mais en pratique, quand on le fait, ça ne se passe pas aussi bien. Donc je vais prendre, on va dire, donc j'ai des tonnes d'images, j'ai 60 gigas de vidéos, même des utilisateurs qui m'ont envoyé ça. On va prendre... J'ai perdu mon dossier, évidemment. Bon, allez, c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Tac. Je vais faire, et je vais passer en personnalisé. Décocher. On va mettre corriger et l'image de debug. Donc là, il travaille. Il me montre cette fameuse moyenne. Mais là, on voit qu'il y a déjà des choses moins bien qui se passent. Donc là, sur l'image brute, on voit déjà qu'il y a des espèces de lignes. D'accord ? Donc ça, en fait, c'est des poussières sur la fente. Donc moi, la première fente que j'ai eue, il y avait des poussières dessus. C'était un défaut. Il a fallu que j'aille à ce fameux stage pour qu'on me dise, en fait, c'est pas de ta faute. Il y a un défaut sur la fente, et donc il faut la changer. Mais pour autant, j'étais là, j'ai dit, elles sont moches mes images, il faut quand même que je fasse quelque chose, quoi. Et donc du coup, j'ai implémenté un algo pour corriger ça. Donc là, on peut voir aussi la détection. Donc là, par exemple, le soleil n'est pas parfaitement rond. S'il était parfaitement rond, en fait, la grosse ligne rouge qui est là devrait matcher la petite. Donc en fait, il y a un petit étirement à corriger pour que ça soit parfaitement circulaire. Donc là, il y a de la détection, et pour faire ça, il faut de la détection de contour, ce qui n'est pas simple à faire, c'est un des problèmes les plus compliqués que j'ai eu à traiter. Mais à la fin, on arrive à corriger. Et donc là, j'ai une image qui est... on voit encore des petites zones sombres, mais en fait, elles ont quasiment disparu. D'accord ? Donc les petits traits ont disparu. C'est ce qu'on appelle la correction de transversalium, en gros mots. Donc on peut faire ce genre de choses, et puis derrière, je dis c'est quand même sympa, mais par exemple,
on fait de la science, et donc on peut aller observer ce fameux spectre, et tracer sa courbe, et dire par exemple, bah, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais cliquer, et je vais retraiter mon image, et je vais observer en décalant mon observation de quelques pixels par rapport au creux de l'arrêt que j'observe. Et là, ben, on se retrouve en fait dans du continuum, par exemple. Donc on commence à arriver vers ce que vous verriez à l'œil. Et là, vous vous reconnaissez, on est en train de se balader dans l'atmosphère. D'accord? Donc ça, c'est sympa. Mais je me dis, bah oui, mais en fait, si on est capable de faire ça, tac tac, pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas une petite animation vidéo? Et donc en fait, j'ai implémenté un petit langage de script ici. Donc je vais dire, tiens, tu vas me créer une animation qui va faire sur un range de décalage qui va aller de -5 à 5 pixels. On va exécuter. Et donc là, il est en train de travailler. Là, c'est le genre de truc que j'ai besoin de vous si vous faites du JavaFX pour me faire des belles choses là, pour que ça attende bien tout ça, parce que c'est un peu moche mon truc. Et voilà, donc là, hop, l'animation est terminée, et il n'y a plus qu'à la jouer, et donc là, on se promène. D'accord? Donc en fait, vous avez tout un langage de script qui permet de faire à peu près tout ce que je vous ai montré ici, de manière automatique, voilà, mais où vous allez pouvoir jouer sur les paramètres. Donc par exemple, vous n'êtes pas content du contraste, vous allez pouvoir changer le contraste, vous allez pouvoir extraire certaines choses. Et ça, notamment, c'était nécessaire pour faire quelque chose qui, dans le logiciel de base, est assez compliqué. Donc c'est pour traiter cette fameuse image hélium. Parce que pour trouver l'image hélium, en fait, il faut faire des soustractions de différentes images. Il faut calculer une moyenne du continuum pour faire cette soustraction, pour pouvoir extraire un signal qui est extrêmement faible. Et en fait, avec un script, ça se fait tout seul. Donc là, moi, j'ai fait ce petit langage de script pour faire ça. Et là, je suis en train d'essayer d'explorer l'idée d'avoir une variante de ça, parce que j'ai quand même des utilisateurs qui ne sont pas forcément informaticiens. J'essaie de le faire avec des boîtes. Une espèce de truc à la Scratch, quoi. Donc j'aimerais bien rajouter ça dans la version 3 de JSolex. Mais il me faut plus de week-ends. Ou des RTT, j'en sais rien. Mais donc on arrive à faire ça, c'est pas mal. Et puis, donc derrière, toutes les fonctionnalités, elles vont être, par exemple, donc je ne sais pas si je vous ai montré, non, je ne vous ai pas montré encore la colorisation automatique, donc je vais repartir sur celle-ci. Si je fais un traitement complet. Alors je choisis cette vidéo-là parce que c'est un fichier qui est assez petit, il fait que 600 mégas, assez petit. Mais moi j'ai des vidéos, comme ma caméra a une bonne résolution, ça peut faire 5-6 gigas, une seule vidéo. Donc il faut un SSD, il faut que ça aille vite. Mais donc là, la colorisation qui est ici, en fait, elle est aussi paramétrable, puisqu'en fait c'est vraiment que de la colorisation artificielle. Donc là, je l'ai pour du H-alpha, mais je peux choisir un fichier qui va être dans... alors, je ne vais pas prendre l'hélium, je vais prendre le calcium. Voilà, qui est là. Calcium, je vais prendre cette image-là parce qu'elle n'est pas trop grosse. Donc là, en fait, je peux choisir ma raie, et ça sert vraiment quasiment uniquement à ça, pour dire quel est le type de colorisation qu'on va appliquer. Hop, on va faire ça, en fait, ça va changer aussi le profil. Parce que là, du coup, les longueurs d'onde ne sont pas les mêmes. Et donc dans le calcium, on arrive à obtenir de belles images colorisées aussi, mais du coup, ça va être plutôt dans les tons violets. Parce qu'on est vraiment sur la gauche du spectre. D'accord ? Dans les fonctionnalités que j'aime bien aussi, que j'ai rajoutées récemment, c'est la possibilité aussi de faire du stacking. Alors le stacking, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui est très connue en astronomie, notamment pour le planétaire. En fait, on va faire des tonnes de vidéos, des vidéos avec des milliers d'images, pour après ne reconstituer qu'une seule image. Et le but, c'est de réduire, de maximiser le rapport signal sur bruit. Donc en fait, en prenant plein d'images, on va être capable de les aligner entre elles, et puis d'obtenir une image qui va à peu près corriger ça. Donc là, sur Solex, on ne peut pas, vu la nature de l'objet, avoir des milliers d'images, mais on peut en prendre 10, 5, et puis essayer de les aligner entre elles de façon à réduire les artefacts. Donc on peut faire ça. Donc là, par exemple, je vais aller dans mosaïque. Je vais prendre un panneau. Pourquoi il me fait image? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça. Je vais aller, hop, je vais faire un drag and drop, ça ira plus vite. Je vais aller ici, donc,
Mosaïque. H-alpha. Donc là, j'ai 2 panneaux. Ah, bah je l'ai plus. Bon, bah c'est pas grave. C'est pour ça que je l'ai pas trouvé, mon fichier. Est-ce que je l'ai ailleurs? On va le faire en calcium, ça doit marcher? Bah non plus. Bon, bah j'ai viré pour faire de la place. Bon, bah désolé. Bon, vous voyez le truc, mais en gros, ça va vous. L'intérêt de cette interface, c'est de venir. Vous avez créé des panneaux. Donc, par exemple, j'ai le panneau nord, et dans le panneau nord, vous allez mettre 5 images. Il va les stacker entre elles, donc obtenir une seule image à partir des 5. Et puis après, il va faire un deuxième panneau à côté, 5 images. Mais par contre, ça va être le sud. Et après, on va les recombiner. Et là, j'ai bien galéré quand même à faire un truc qui soit pas trop moche. Surtout que suivant les longueurs d'onde, en fait, le traitement n'est pas exactement le même. Allez, c'est fini pour la démo. J'aimerais bien vous en montrer plus, mais il y a beaucoup de choses. Et je voudrais garder 2-3 minutes pour les questions à la fin. Hop. On va repartir ici. Voilà. Donc les challenges, c'était vraiment ça, ce genre de choses, avec des ballons qui sont voilà, ovales, les amateurs de rugby apprécieront. Donc il fallait faire des choses, par exemple essayer de trouver correctement le contour, faire de l'interpolation. Et un de mes challenges à moi, c'est au début, je me suis dit, je me suis mis un petit peu trop de pression là, en fait, je pense. Je me suis dit, je veux pas utiliser les librairies mathématiques parce que je veux apprendre les maths, parce que je suis nul. Et à un moment, il fallait calculer les vecteurs propres. Ça pique un peu là. Bon, bah, Commons Math. Donc je désespère pas d'apprendre ça, parce que ça, voilà, je voudrais faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Après, il y a des choses comme ça qui peuvent être très compliquées à gérer. En fait, il va y avoir des artefacts. Par exemple, en haut, il y a du flou qui arrive, ou alors des images où il y a des traits qui sont un petit peu trop larges, un petit peu trop gros. Et donc trouver les bons contours à ce moment-là, c'est très compliqué. En bidouillant, en fait, c'est vraiment de la bricole. Plein de vidéos, si vous avez des vidéos que vous faites plus tard et puis que vous voulez m'envoyer, ça peut passer. Et puis c'est comme ça que je débug et j'essaie de trouver des techniques pour filtrer les faux positifs et tout ça. Donc le fameux langage de script, c'est un des trucs dont je suis le plus content de ce logiciel, parce que ça n'existe vraiment pas dans le truc original, et ça permet de simplifier grandement les choses et de faire des choses très sympas. Donc il y a vraiment les deux modes pour moi dans le logiciel. Il y a le mode je débute et je fais juste clic et puis ça me produit une image et je suis très content. Et puis après, une fois qu'on a commencé à goûter au truc, on peut aller beaucoup plus loin, aller faire des animations, aller même chercher des informations qui sont cachées dans ces images. Donc qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? Que déjà développer quand c'est pas le boulot aussi, c'est cool. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Les maths, oh là là, c'est dur. Donc là en fait j'étais pris sur des papiers. Donc par exemple pour l'ellipse là, ce qu'on appelle le ellipse fit, et essayer de trouver le machin qui va correspondre, bah, j'ai bien galéré à comprendre les maths qui étaient derrière, quoi. Après, c'est aussi que donc, dans toute cette littérature scientifique, les papiers ils sont écrits pour des matheux en fait. Et que moi je suis ingénieur, en fait j'ai du mal parfois. Et en fait souvent leurs protos sont écrits avec des choses comme MATLAB. En fait c'est naturel, ils prennent une équation, c'est transformé en MATLAB, sauf que MATLAB chez nous ça n'existe pas, hein, on fait du Java. Hein. Donc c'est pas aussi simple. Mais par contre les gens de chez Python ils sont super contents parce qu'ils ont le même genre d'outils qui arrivent. Donc eux ils ont des papiers, ils prennent la formule, ils disent bah, ça c'est telle fonction Python, tac 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 tac, terminé, pouf. Chez nous c'est plus compliqué. Java 17 super cool et les modules. Ouais. Donc en conclusion, c'est vraiment ce que je veux insister, c'est qu'on fait vraiment de la science avec ça. C'est vraiment super cool et même vous pouvez aller faire des démonstrations, j'en ai déjà faites, et voir par exemple aller dans un lycée, ça peut être des choses sympas à montrer. C'est du bricolage, mais du bricolage dans le bon sens. Il y a plein de choses qui existent, et donc sur la fin je dis rejoignez-nous, parce que soit même si vous ne faites pas de ça, même sur le logiciel, moi je viens des contributions, par exemple là, je ne suis pas du tout content de l'algorithme de correction du contraste, donc d'amélioration du contraste. J'ai trouvé plein de papiers qui sont prometteurs, mais j'arrive pas à les convertir en algorithme. Donc si vous voulez m'aider à faire ça, bah, n'hésitez pas. C'est très gratifiant à la fin. Et bah, il me reste 2 minutes pour questions. Monsieur? Alors, je m'étais dit, il y aura une deuxième pour la première question. Peut-être passer. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question en fait concernant le balayage par la fente. Ouais. Du coup, vous êtes obligé de programmer votre monture pour qu'elle balaye le soleil de cette façon-là?
Alors, il y a 2 modes. Donc, le mode qui est sorti très très récemment, c'est ce qu'il appelle, donc Christian appelle le mode SunScan. Donc, en fait, on pose ça sur un trépied photo classique, sans rien, et on laisse le soleil défiler. Donc, il faut qu'il soit orienté polaire, tout ça, et on laisse simplement défiler naturellement. Après, la plupart, en fait, comme moi, font pas ça. On a une monture qui est motorisée, et en fait, on va accélérer le passage du soleil en bougeant simplement la monture à une vitesse différente. Et là, ça permet d'avoir des vidéos qui sont plus compactes, et puis de gagner de l'espace de stockage, tout ça. Puis en règle générale, on va avoir des images qui vont avoir une bien meilleure définition, parce que le problème, si on fait un scan trop lent, c'est que toutes les perturbations atmosphériques vont avoir tendance à flouter l'image. Merci beaucoup. Allez, j'ai encore le temps pour une question. Ouais, 2 questions, on va dire. Allez. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super. Est-ce que vous avez tenté des images sur Saturne ou sur Jupiter ou avec l'appareil, ou Non, la précision c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça du tout. On pourrait pas obtenir ces images. Là, ce qui fonctionne, c'est que le soleil, c'est extrêmement lumineux, donc on a beaucoup de détails qui est disponible. Et puis voilà, sur Saturne, tout ça, ça ne fonctionnerait pas. Par contre, vous pouvez l'utiliser en mode spectrographie stellaire. Et là, vous allez pointer Saturne, donc dans l'autre mode, et vous allez pouvoir obtenir le spectre de Saturne et dire, tiens, dans son atmosphère, il y a tel et tel élément. Ça, c'est possible. Mais une photo, non. Ok, merci. Donc, il y avait une autre question juste devant. Ouais. Autre raison, voilà. Donc, la question, c'est est-ce que je suis embêté par nos copains de chez Starlink, tout ça? Évidemment que je suis très embêté, et c'est aussi pour ça que je suis très en colère contre Monsieur Musk. Donc Starlink, c'est une catastrophe, non seulement pour nous les astronomes amateurs, toutes nos photos sont pourries par des tonnes de traces de satellites de partout. Ceux qui font de la photo, notamment au coucher du soleil avec des trépieds photos, des trucs comme ça, ils sont quasiment certains d'avoir des photos qui sont moches à cause de ça. Et puis, c'est pas que nous, hein, même pour les scientifiques, ça leur pose des gros soucis. Maintenant, il y a des systèmes de détection, par exemple, d'astéroïdes qui passent, qui sont pollués par ces trucs-là. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est terminé. Merci beaucoup pour votre présence. Merci.